Les Bleus ratent leur premier match dans la Coupe du Monde à Séoul. Les champions du monde en titre ont été battus par le Sénégal 1-0. La déception des supporters français. Et à Dakar, explosion de joie, un pays en fête. Après le drame de Vitry, les obsèques des deux fillettes et de leur mère fauchées par une Porsche dimanche dernier. Immense émotion d'une population venue témoigner de sa solidarité. Journée mondiale sans tabac, cette année elle est dédiée au sport. L'OMS qui estime que 4 millions de personnes chaque année meurent de maladies consécutives à la cigarette. Les campagnes commencent tout de même à faire leur effet. La Grande-Bretagne à la parade. À partir de demain, 4 jours de fête pour le jubilé de la reine. Des célébrations marquées par un immense spectacle devant Buckingham et la traversée dans un carrosse doré de la reine. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle déception. L'équipe de France, championne du monde, n'a pas réussi son entrée dans le mondial. Les Bleus du pied gauche se sont fait battre 1-0 par le Sénégal. Une surprise qu'il faudra dépasser. L'absence de Zidane sur le banc de touche aura sans doute joué. Reste la fougue de l'équipe sénégalaise. Les Lions avaient tout à gagner et ils ont réalisé leur rêve, marqué contre les tricolores. Christophe Duchéran. La France qui gagne, c'est lui et lui tout seul. Aussi heureux que chevelu, Bruno Metsu, l'entraîneur français du Sénégal. Et les Sénégalais fous de joie. Ils ont battu la France, championne du monde, 1-0. Surprise ou pas, un point c'est tout. Mais pour le Sénégal, c'est un joli point d'honneur. Les Bleus avaient un rang à tenir et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Oh, bien sûr, parfois, ça a tenu à rien. À ce tir de Trezeguet qui s'écrase sur le poteau. Une demi-heure de jeu, les Bleus commencent par perdre bêtement le ballon. Le très talentueux Aladji Diouf déborde Franck Leboeuf et centre. C'est peut-être la faute à pas de chance, ce ballon qui touche petit et qui échappe à Fabien Barthez, mais Bouba Diop marque le premier but de la Coupe du Monde. Les Lions du Sénégal dansent à Séoul et mènent à la mi-temps 1-0. Marabout et bout de ficelle en deuxième période, les Bleus retrouvent un poil d'énergie, mais à chaque fois, c'est l'énergie du désespoir. Car en dépit des quelques occasions, le score des tricolores ne dépassera jamais le 0. La France a connu un jour sans but, sans inspiration mais pas sans reproche. Il suffit de voir la tête des Bleus, de Zizou qui faisait banquette et de Roger Lemaire qu'on a connu plus souriant. À la fin du match, dans un coin de tribune, un supporter de chez nous a les larmes aux yeux et l'on se dit que pour le foot français, ça n'est plus tous les jours fête. Message de soutien et d'amitié de Jacques Chirac à l'entraîneur Roger Lemaire. Il faut dépasser cet échec, dit l'Élysée. Dès que Zizou sera là, enchaîne Jean-Pierre Raffarin, ça ira. Mais après le match, ça n'allait pas vraiment. Les Bleus font grise mine. Reportage Florent Gautreau, André Germain. Les Français n'ont pas traîné au stade et le bus a vite regagné le repère des Bleus. Pressés d'oublier la défaite, pressés aussi de trouver du réconfort auprès de leurs épouses, invitées par la fédération. Sans un mot, visage fermé, Roger Lemaire et les champions du monde sont allés dîner. C'est la soupe à la grimace pour les joueurs. Les dirigeants, eux, font toujours confiance aux Bleus. Moi, je suis de ceux qui regardent l'histoire en face. À la Coupe du Monde en 98, quelquefois la chance nous a aidés. À l'Euro 2000, quelquefois elle nous a aidés. Aujourd'hui, elle n'était pas avec nous, mais je crois que ça va nous faire prendre conscience que le groupe doit se serrer les rangs et puis gagner les 2 prochains matchs. Vainqueur au mondial 98 de l'Afrique du Sud et à l'Euro 2000 du Danemark, l'équipe de France est confrontée pour la première fois depuis 4 ans à une défaite précoce en compétition. Inévitablement, un débat va s'engager sur les retouches à apporter au groupe. Certains titulaires ont du souci à se faire. Et la soirée est restée maussade jusqu'au bout puisque c'est la pluie qui a accueilli les Bleus à leur retour à l'hôtel. Ils ont d'abord dîné avec leurs épouses ou leurs compagnes, puis ensuite c'est quartier libre ce soir. Mais on imagine que la soirée ne sera pas très gaie après la défaite. Et il y a une question qui hante déjà toute la délégation française. Est-ce que Zidane va pouvoir jouer le deuxième match contre l'Uruguay? C'est certainement ce qui va hanter la nuit de Roger Lemaire, puisqu'il faut maintenant que les Bleus gagnent leurs 2 prochains matchs contre l'Uruguay et contre le Danemark. Dans le stade archi-comble de Séoul, les supporters venus encourager chacun leur équipe n'ont pas regardé le match de la même façon, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Sylvain Giaume. On est les champions, mais on a perdu. Ça n'est pas la marche funèbre, mais ça lui ressemble, comme si les supporters des Bleus présents à Séoul avaient déjà enterré la coupe. Cette équipe a vraiment besoin de bons milieux, comme Zidane, Pires, et là on voit aujourd'hui ça manque. Vous pensez que si Zidane avait été là, ça serait passé autrement? Il manque quand même des bons joueurs qui ramènent les balles, qui motivent l'équipe. On a l'impression qu'il manque un peu de motivation dans cette équipe-là. Les supporters sénégalais et les Coréens qui les ont soutenus n'en croyaient même pas leurs yeux.
Je pense bien que maintenant, les équipes championnes du monde ont intérêt à faire attention quand ils rencontrent des équipes africaines. Les Coréens eux-mêmes, qui ont pu voir le match sur des écrans géants répartis à travers la ville, avaient plutôt parié sur une victoire des Français, car ici le Sénégal n'est guère connu. Et ils se sont passionnés pour ce premier match de la Coupe et le but sénégalais. Un match venu en apothéose d'une folle journée où l'on aura vu plus de 60 000 personnes gagner le stade par le métro et se placer sans incident majeur. Des forces de police avec 2000 hommes canalisaient cette foule. Le passage obligatoire des spectateurs au détecteur de métaux a été efficace et les 9000 personnes placées sur la liste noire n'ont pas pu venir ici perturber ce match d'ouverture. Inutile de dire que le Sénégal ce soir est en fête, l'euphorie dès le coup de sifflet final, la joie se lit sur tous les visages et un sentiment de fierté nationale souligne la victoire méritée des Lions. La nuit promet d'être longue. Sur place, Éric Meunier, Bruno Géraudon. Moi ce que je vous souhaite, c'est de marquer les premiers. Parce que si jamais on marque les premiers, c'est une catastrophe. Le match lui-même n'avait rien d'amical. Les propos d'avant-match à Dakar ce matin entre supporters l'étaient tout à fait. Pour sa première participation à la phase finale d'une Coupe du Monde, tout le Sénégal s'était paré des couleurs nationales. On avait déserté les écoles, les entreprises, les administrations pour se rassembler devant les écrans de télévision. Au café de la Poste, personne ne doute de la victoire des Lions de la Teranga, le surnom de l'équipe sénégalaise. Alors, quand à la 30e minute, Pape Bouba Diop pousse la balle dans les filets français. À la mi-temps, les supporters sentent déjà leur équipe invincible. Maintenant, il y a confiance. Confiance est régnée. Merci. Devant les grands écrans installés en ville, la foule suit la deuxième mi-temps. Et sans vraiment frémir, jusqu'au coup de sifflet final. En quelques minutes, le centre de Dakar est littéralement investi par les supporters. Des supporters de tous âges, de toute origine sociale. C'est comme si c'était le match le plus important de la Coupe du Monde, quoi. Nous savons que nous avions de valeureux lions sur le terrain. Et nous avons gagné. Le coq ne peut pas tuer un lion. C'est pas possible. Le lion va manger le coq, prédisait la rue ces dernières semaines. Il est effectivement au menu ce soir. La foule s'est maintenant rassemblée devant le palais présidentiel, comme c'est de tradition, après une victoire de l'équipe sénégalaise. Et partout au Sénégal, la fête ne fait que commencer ce soir. Et je vous propose d'écouter tout de suite le président sénégalais qui n'a jamais douté de la victoire et qui partage la joie de la population dans les rues tout de suite après le match. C'est une journée de victoire inespérée. Disons que c'est une journée qui est unique dans la vie d'un pays. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Jusqu'à la fin de la Coupe, le Sénégal est championne du monde. Voyons maintenant à Paris comment à l'heure du déjeuner, les supporters ont essayé de renouer avec les moments de joie de la dernière Coupe du Monde. Mais l'enthousiasme est vite retombé. Emmanuel Tissier, Christophe Vignal. L'histoire ne se répète pas, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. La place de l'Hôtel de Ville retrouve ses maquillages tricolores, ses drapeaux, sa foule prête à bondir, comme en 98. 5000 personnes dans le centre de Paris, un peu plus encore au pied des tours de la Défense. Costume, cravate, tailleur et quelques maillots bleus, un peu de temps volé au travail de bureau. J'en profite, ma DRH n'est pas là. Et en plus, il était prévu qu'on le voit dans la boîte, le match. Puis il s'avère que les réseaux télé ne fonctionnent pas, donc chacun fait comme il peut. J'ai pris une réunion à 2h30 simplement, donc j'ai encore un peu de temps. 14h. Sur l'écran, la défense française vient de craquer. Sur le parvis, le Sénégal enflamme la défense.
mon cœur battait quand même pour l'équipe la plus faible, donc la France. Et là aujourd'hui, bon, c'est le Sénégal qui a gagné, je suis super content. Je suis content, mais je sais que la France va se qualifier. La France était bien la plus faible aujourd'hui, mais la vie continue. Retour au bureau, la pause est terminée. Les matchs de la Coupe du Monde se déroulent compte tenu du décalage horaire à l'heure du déjeuner. Un peu après, les entreprises, pour certaines, ont permis un aménagement des horaires pour laisser leurs salariés regarder le coup d'envoi du mondial. Claude Marc, David Sigal. 13h30, dans cette grande entreprise, les bureaux se vident. Les bureaux, mais pas l'amphithéâtre. Aujourd'hui, pas de conférence au programme, mais l'entrée des Bleus dans le mondial. Sur grand écran, s'il vous plaît. On sait que la Coupe du Monde c'est important pour la moitié ou quasi la totalité de l'entreprise et savoir que l'entreprise aussi se bouge pour faire plaisir à ses employés, c'est un plus. On n'est pas essayé d'écouter à la radio en douce quand notre manager n'est pas là, au moins c'est officiel, c'est plus convivial et c'est bien. Hein. Pas besoin de se cacher donc ou de prendre un jour de congé pour ces 250 cadres. Leur directeur lui-même est dans la salle pour supporter les Français, supporters mais pas fous. On a d'ailleurs mis une limite à la participation dans cet amphithéâtre. Eh bien, on a demandé à chaque manager de s'assurer de la continuité du service au client, qui est bien sûr la première de nos priorités. Et à l'étage, on s'accommode plutôt bien de la situation. Et puis de toute façon, on a plein de travail, et puis comme ça, on fait papoti-papote entre filles, on est super bien, on est cool, il n'y a pas les garçons. Et oui, les privilégiés ne se rendent pas forcément compte de leur chance, car pour beaucoup d'employés, le salon, c'était les rayons hi-fi des grands magasins, ou encore le café du coin. Il paraît qu'on en est parti plutôt déçus. Déçus les amoureux de l'équipe de France, heureuse Senabou. Elle est salariée à Paris et d'origine sénégalaise. Oh là là, je sais pas. Oh là là, c'est génial, c'est génial. J'y crois pas, j'y croyais pas, mais là... Cet après-midi, Senabou a dû avoir bien du mal à reprendre son activité. Pour elle, la fête a commencé au travail. Elle est sûrement loin d'être terminée. Vous allez fêter la victoire. Ah, ça c'est sûr, hein. On va fêter la victoire, sera les coups de fil à Dakar. Pour une première, c'est une première, hein. Des collèges aux maisons de retraite en passant par le village natal de Roger Le Maire, les Français étaient enthousiastes puis attentifs avant d'être déçus. Anne Guéry, Aurélie Legrand. Du bonheur et du bonheur sans retenue. Les Ulysses en banlieue parisienne, pendant tout le match, ils ont vibré à l'unisson pour le Sénégal. Enfin presque, car ici finalement, les Lions ou les Bleus, on les aime tous. Je ne veux pas m'arrêter sur une équipe, c'est bien que le meilleur gagne. Le Sénégal, ils vont gagner, c'est ça? Il est exceptionnel, à partout. À la France, ils sont forts aussi, ils jouent bien, mais le Sénégal, vu que c'est leur première Coupe du Monde, je suis content pour eux. Et cela s'est vu. Ce but, ils l'espéraient tant, sans vraiment y croire. Très beau but, très beau but. Barthez était battu. Excusez-moi. Même trop plein d'émotions à Marseille, mais avec un soupçon de culpabilité. Au pays de Zidane, on a eu l'impression de trahir un peu les Bleus, mais enfin, l'instant est si rare. Tu supportes que le Sénégal ou aussi la France? Ah, c'est le meilleur gagne, mais là, pour l'instant, c'est le Sénégal qui gagne. Oh là là, très bien, c'est très bien. Je suis fier qu'ils sont là. Ils vont marquer l'histoire. À Dunkerque, lui aussi a toutes les raisons d'être fier. Bruno Metsu, l'entraîneur des Lions sénégalais, c'est son fils. Pauvre Bernard, je ne sais pas dans quel état d'esprit il doit être, tout en étant en jouant les décontractés. Il doit être vachement stressé. Enfin, chez les parents adoptifs du Lensois Ferdinand Colli, intégré au Lyon, la joie se savoure sans modération. Je suis français avant tout, mais bon, mais moi j'ai le petit qui est sur la pelouse. Oh, je vous l'avais dit. Avant de refermer cette page consacrée au mondial, essayant de remonter le temps et de nous remonter le moral, eh bien, des équipes ont subi le même échec que les Bleus en ouverture, ce qui ne les a pas empêchés de s'imposer par la suite d'un match catastrophe à la possible victoire. Julien Hérichon. Pour les équipes championnes du monde en titre, jouant le match d'ouverture, la vie n'a pas toujours été rose, pleine de réussite et de fleurs des champs. Mondial 1990, l'Argentine de Maradona est favorite, mais la tête d'Omambiik est au fond des filets.
le Cameroun l'emporte 1-0. Et pourtant, l'Argentine va se qualifier et atteindre la finale. Déjà en 82, l'Argentine, tenante du titre, s'inclinait face à la Belgique, mais passait malgré tout le premier tour. En 86, l'Italie obtenait un difficile match nul contre la Bulgarie. Un autre nul dans son deuxième match, puis une victoire dans le troisième, pour finalement se qualifier tout de même. La défaite en ouverture n'a donc rien de rédhibitoire pour continuer l'aventure. Malgré tout, un champion outragé d'entrée n'a jamais remporté la victoire finale. Dans l'actualité de ce vendredi, les obsèques qu'a choisi le roi des fillettes et de leur mère fauchées par une Porsche dimanche dernier à Vitry-sur-Seine. Le chagrin sur tous les visages et la révolte dans le cœur, toute une population venue témoigner de sa solidarité. Aurélie Guillemin, Mathieu Drejoux, Philippe Mucherin. Anaël, 5 ans, Maëva, 3 ans, et leur maman, Jenny. Elles étaient ses 2 filles et sa compagne. C'est à elle qu'il adresse ces quelques mots. Anaël et Maëva, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Des sourires tous les jours. Elles étaient adorables. C'était le centre du monde. C'était mes enfants. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis, quelques 300 personnes ont assisté aux obsèques. Beaucoup ne connaissaient pas la famille, mais ont tenu à partager la douleur et exprimer leur compassion. Je ne sais pas comment vous dire, c'est des frissons, c'est trop dur. C'est un geste que je voudrais faire, en fait, pour toute la famille. Je me mets à la place des gens qui ont perdu leur famille. C'est vraiment triste. Aux côtés des proches, la foule a accompagné Maëva, Anaël et Jenny jusqu'au bout et dans le plus grand silence. Après le braquage d'un fourgon blindé hier près d'Évreux, au moins 6 personnes munies d'armes de guerre ont participé à cette opération minutée, opération qui n'a pas fait de victimes. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le procureur de la République, ajoutant que les malfaiteurs étaient constitués en bandes organisées, au moins 3 équipes à bord de 3 voitures différentes, du travail de vrais professionnels. Situation de crise après l'affrontement hier à Bayonne entre CRS et médecins. L'heure est à la polémique entre la Coordination nationale des généralistes et la CNAM. Chacun a sa version des faits et en toile de fond des revendications qui n'ont pas encore abouti. Peggy Leroy. Avec comme seul objectif, un seul ordre du jour, le déconventionnement. La consigne n'a pas changé à la Coordination nationale des médecins généralistes. Ce porte-parole incite des confrères à poursuivre la mobilisation contre la caisse d'assurance maladie. Une façon de protester contre les incidents d'hier après-midi à Bayonne. 200 médecins étaient venus réclamer devant la caisse primaire la levée des sanctions pour des collègues appliquant déjà la consultation à 20 €. Après l'intervention des forces de l'ordre, 8 médecins ont été blessés, ainsi que 3 policiers. Avant les législatives, le nouveau gouvernement voulait désamorcer le conflit des médecins. C'est raté. Après ce couac, Nicolas Sarkozy a invité ce matin les porte-paroles des généralistes au ministère de l'Intérieur. L'occasion pour les médecins d'hausser le ton contre la CNAM et contre son président. Nous sommes lassés de ce mouvement. Nous sommes encore plus déterminés maintenant. Et nous demandons, premièrement, la démission de M. Spett, et ce, dans un but d'apaisement. Deuxièmement, nous appelons mardi prochain à une journée santé morte en France. Tous les cabinets seront fermés. Malgré la tension entre les médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie, leur rencontre mardi est toujours maintenue. Ça y est, Nicole Notat a passé le flambeau à son successeur, François Chérec, qui prend donc la tête de la CFDT. Discours de clôture du 45e congrès de la Confédération avec un vidéoclip retraçant la carrière de Nicole Notat, l'hommage de la salle et les applaudissements des militants. Le Premier ministre était aujourd'hui dans le Haut-Rhin pour un meeting sur le thème de la lutte contre la précarité et l'exclusion. Jean-Pierre Raffarin qui annonce dans une interview à paraître demain dans Ouest France qu'il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC au 1er juillet prochain sans en mesurer les conséquences sur l'emploi. Jacques Chirac demande aujourd'hui une nouvelle loi de programmation militaire. Ce texte qui concerne la période 2003-2008 sera examiné par le Parlement avant la fin de l'année. Il s'agit d'augmenter les crédits et le budget d'équipement des armées.
À 8 jours du premier tour des législatives, carnet de campagne à Ajaccio, au cœur du débat bien sûr, le processus de Matignon, décrié par les uns et soutenu par les autres, dans cette circonscription où la bataille s'annonce serrée. Arnaud Boutet, Raymond Chaplard. Avec les divisions de la droite, Simon Renucci imaginait volontiers sa campagne comme une promenade presque tranquille des palmiers d'Ajaccio jusqu'au velours de l'Assemblée. Mais pour le nouveau maire d'hiver gauche, la chute du candidat Jospin a quelque peu grippé la machine. Simon Renucci part seul au combat. Et lorsqu'il vante le processus de Matignon, les Ajacciens préfèrent parfois entendre un autre discours. Il vaudrait mieux que ce soit vous qui soyez député, mais... D'accord. Voilà, à cause de Matignon ou à cause de la ville ou les deux? Je crois à cause de la ville, parce que vous impliquez énormément. Mais pour l'avenir de la Corse, Simon Renucci souhaite malgré tout poursuivre la réforme Jospin qui implique une nouvelle étape en 2004. Ce serait antidémocratique que de renoncer à un chemin que nous avons construit entre l'immobilisme et la violence. Devant ses amis, l'autre grand défenseur du processus de Matignon tient aujourd'hui un autre discours. Campagne oblige, le député sortant José Rossi critique la gauche et veut croire que Jacques Chirac n'oubliera pas le dossier corse. Jacques Chirac, enfin, à droite, propose un grand projet décentralisateur. Comment voudriez-vous que je ne me réjouisse pas de cette situation? J'ai le sentiment que la Corse a contribué à déverrouiller le débat national sur la décentralisation. Pour dénoncer le processus de Matignon, le d'hiver droite Marc Marcangeli se place ni plus ni moins dans le sillage de Jacques Chirac. Difficile de s'y retrouver, mais l'ancien maire fait surtout campagne contre José Rossi, responsable à ses yeux de son échec aux dernières municipales. Côté nationaliste, on attendait Corsica-Nazione, mais c'est surtout Pierre Poggioli, l'ancien chef du FLNC, qui se retrouve dans le grand bain. Sous le soleil, la bataille s'annonce serrée et certains redoutent déjà la douche froide. Et vous découvrez la liste des autres candidats de cette circonscription. Concernant le chômage, une baisse de 0,5% en avril. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de quelques 10 400 personnes par rapport au mois précédent. Et c'est surtout le chômage de très longue durée qui est en recul. La question de l'emploi au cœur bien sûr de la campagne électorale. Chaque parti à travers ses candidats a ses propositions, sa formule. Solution croisée de la gauche à la droite. Émilie Lançon, Éric Mézy. Les ouvriers de cette usine près de Fécamp croyaient à l'avenir radieux de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, 438 emplois chez Solectron sont menacés. L'usine va fermer pour délocaliser là où la main-d'œuvre est moins chère. Quel que soit le nouveau gouvernement, il sera attendu sur la question de l'emploi. Si personne n'a de baguette magique, chaque formation politique propose des solutions. Les socialistes parient sur la croissance et une politique volontariste. Ils veulent augmenter le SMIC et les bas salaires, demander aux entreprises de rembourser les aides perçues si elles délocalisent, permettre l'accès à une formation professionnelle tout au long de la vie. Un coup de pouce tout particulier est aussi prévu pour les plus de 50 ans. Ce que nous disons, c'est que tout chômeur de plus de 50 ans doit avoir le droit au retour à l'emploi dans l'entreprise par un stage d'insertion, par une formation rémunérée ou par un emploi aidé. À droite, du côté de l'Union pour la majorité présidentielle, on s'intéresse surtout aux jeunes. L'idée est de créer un contrat d'insertion pour les moins de 25 ans en les aidant à réaliser un projet. L'UMP propose aussi le droit à de la formation continue en entreprise et insiste sur la nécessité de baisser les charges sur les petits salaires. Nous pensons que pour que l'emploi se crée, il faut qu'il se crée dans l'entreprise. Il faut donc créer un environnement favorable en baissant les charges sociales et en particulier les charges sociales des jeunes qui ont une formation Bac +2 ou moins. Le Front National, lui, pour faire reculer le chômage, propose d'instaurer la préférence nationale pour les salariés français. Il veut aussi créer un revenu parental d'éducation et enfin abroger la loi Aubry sur les 35 heures. Quant à l'extrême gauche, elle préconise l'interdiction des licenciements et une participation à la gestion de l'entreprise pour les salariés. Le parquet de Paris requiert un non-lieu pour Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, qui avait été mis en examen dans l'enquête sur les comptes du Crédit Lyonnais. Journée mondiale sans tabac avec pour thème cette année le sport sans cigarette, le jour du coup d'envoi d'ailleurs du mondial. L'OMS qui estime à quelques 4 millions de personnes chaque année le nombre de victimes liées au tabac. Aujourd'hui, les petits Parisiens tentaient de convaincre les adultes de jeter leurs cigarettes en échange d'une poignée de cerises.
Les diverses campagnes anti-tabac menées en France commencent à porter leurs fruits. C'est l'image de marque du fumeur qui s'est modifiée au fil des ans. La cigarette à la main n'est plus un geste noble. Les héros aujourd'hui sont non-fumeurs. Agnès Monteux. Le Parlement a agi. C'était il y a 40 ans. Les hommes politiques n'hésitaient pas à s'en griller une petite devant les caméras. La loyauté que demandait la déclaration d'investiture. À l'époque, la cigarette n'était pas un problème. 3 heures dans la cour du ministère des Affaires sociales. Première arrivée, M. Chirac, secrétaire d'État à l'emploi. On s'affichait facilement avec. Des comiques, comme Louis de Funès, en faisaient même de la pub. Fumer, visa. Mais il y a 15 ans, les mentalités changent. Lucky Luke sera le premier héros à en faire les frais. Il troque son mégot contre un brin d'herbe. La cigarette et le fumeur, c'est toujours des grands mythes. C'est le mythe du cow-boy et du Far West aux États-Unis. En France, c'est le mythe un petit peu de l'intellectuel avec la cigarette brune. Et ces mythes-là, ils ont un petit peu éclaté quand est apparu un peu à partir des années 80 un nouveau mode de vie où on apprenait une vie plus saine, une vie plus sportive. Voilà comment en 2002, on trouve des restaurants branchés où il est totalement interdit de fumer. Ici, aucun cendrier, aucune cigarette. Aujourd'hui, le tabac est assimilé à une drogue. De nouveaux centres de désintoxication ouvrent peu à peu. Que vous êtes tendu, énervé de temps en temps. Est-ce vrai? Ouais. Ici, on suit médicalement et individuellement ceux qui veulent s'arrêter. Lorsque vous posez des questions un petit peu beaucoup plus fines, vous trouvez toujours une cause psychologique derrière. Comme quoi? Par exemple, le stress, la peur d'une vie professionnelle. La cigarette n'a plus la cote, sauf chez les jeunes. À 19 ans, la moitié d'entre eux fument. Pour eux, la clope, c'est toujours dans l'air du temps. Et les derniers conseils de classe qui se déroulent en ce moment même, à quelques jours du bac. La première épreuve, celle de philo, aura lieu le 13 juin prochain. Nabila Tabouri et Abdel Zouyesh ont réussi à pénétrer le sein des seins, chose vue et entendue à l'intérieur d'un conseil de classe. Pour la vie, pour le bac, doit faire ses preuves. Couloir vide et ambiance un peu lourde, le rituel du conseil de classe a lieu à chaque fin de trimestre. Professeurs et délégués sont réunis en huis clos. Il ne s'agit pas de juger l'élève, on constate son évolution, mais cela ne se fait pas sans une certaine appréhension. Surtout par rapport à l'appréciation des professeurs. Leurs notes, c'est pas une surprise, ils les connaissent tous. Maintenant, c'est savoir un peu ce que pensent les professeurs d'eux. C'est plutôt ça qu'ils appréhendent que le conseil de classe proprement dit. Même pour les élèves de terminale, le conseil de classe du 3e trimestre a son importance. À l'approche du bac, chaque élève aura droit à un avis, doit faire ses preuves, favorables ou très favorables. Dans un livret scolaire, l'appréciation peut faire la différence. Si l'élève a eu un accident dans une matière, le jury regardera avec plus d'indulgence le carnet scolaire pour éventuellement rajouter des points pour obtenir le bac ou même pour obtenir une mention dans certains cas. Le conseil de classe ne délivre jamais d'avis défavorables, de peur de démotiver les élèves de terminale candidats au bac. Certains élèves peuvent très bien, avec un avis de faire ses preuves, avoir un coup de fouet et se dire il faudrait que j'en mette un coup qu'il a peut-être pas mis, et qui lui suffit effectivement pour avoir le baccalauréat. Véritable course contre la montre, les conseils de classe doivent être bouclés en fin de semaine prochaine et les livrets scolaires remplis avant l'épreuve de philo le 13 juin prochain. Lendemain d'élection en Algérie, une abstention record qui marque le désintérêt ou la défiance d'une partie de la population. Quant au résultat du scrutin, c'est le triomphe sans surprise du FLN et le recul des islamistes. Reportage de nos envoyés spéciaux, Thierry Tuillier, Christian Autain. La mosquée Rama est trop exiguë pour accueillir tous les fidèles. Il faut jouer des coudes pour trouver sa place dans les rues de ce quartier du centre d'Alger en ce vendredi de grande prière, lendemain d'élection. Vous connaissez les résultats? Oui, c'est le FLN. Alors? On revient en 1962. C'est le FLN qui a la majorité absolue. Tant mieux pour eux. Du scepticisme à l'hostilité, voici Tizi Ouzou, la Kabyle. La ville est calme aujourd'hui. Dans la région, 97% des électeurs se sont abstenus, ce qui montre la détermination de la population. Tant qu'il n'y a rien de changé, ce n'est pas une victoire. Le combat continue. S'il y a eu un changement en Algérie, c'est bien la reconnaissance officielle d'une abstention record, 47%. Pour les plus optimistes, c'est la preuve de la transparence du régime algérien. S'il y avait manipulation, vous pensez bien que nous aurions eu intérêt à gonfler les chiffres. Nous ne les avons pas gonflés.
Pour les adversaires politiques du gouvernement, la question de la légitimité des nouveaux députés est posée. Ils demandent l'annulation du scrutin. Abdelaziz Bouteflika dispose désormais d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui lui permet de se passer du concours des islamistes. Une victoire politique donc, mais qui masque le fossé qui sépare aujourd'hui en Algérie la classe politique de sa population. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a opéré aujourd'hui un coup de filet à Naplouse, arrêtant une centaine de personnes. Les militaires sont entrés dans l'un des camps de réfugiés, celui de Balata, considéré comme l'un des fiefs des brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui ont revendiqué l'attaque de mercredi. Et c'est de Naplouse que venait le jeune kamikaze qui a provoqué l'attentat de lundi dernier. Les familles des victimes, comme celle du terroriste, partagent douleur et incompréhension. Bertrand Coq, Philippe Jasselin. Leur témoignage a bouleversé les Israéliens. Ce sont les parents de Sinaï, la petite fille de 14 mois, tuée avec sa grand-mère lundi par la bombe d'un kamikaze près de Tel Aviv. Ceux qui ont fait cela, dit sa mère, n'ont aucun droit moral à quoi que ce soit. Le garçon qui a tué leur fille est né ici, à Balata, un camp de réfugiés de la banlieue de Naplouse. Il avait 18 ans, il s'appelait Djihad, comme la guerre sainte, et voulait venger son cousin, tué quelques jours plus tôt par les Israéliens. La mère du kamikaze, qui reçoit chez elle les condoléances de ses amis, dit qu'elle avait senti que son fils allait tenter quelque chose. Quand il l'a appelé, avant d'aller se faire sauter avec sa bombe, elle l'a félicité par avance et lui a souhaité bonne chance. Quant à la petite fille tuée dans l'attentat, la mère de Djihad dit qu'elle est une victime de la politique de Sharon. Voilà donc une famille respectée qui a ses martyrs. Ses blessés aussi, comme le frère de Djihad, Mounir, paralysé depuis qu'un éclat d'obus israélien lui a sectionné la moelle épinière. Un cas d'école pour tous ceux qui pensent que les récentes opérations militaires n'ont fait que susciter des vocations chez les jeunes Palestiniens. Ce sont les conditions de l'occupation israélienne qui nous forcent à de tels actes, dit Mounir. Nous n'aimons pas infliger le mal, nous ne sommes pas assoiffés de sang ni amoureux de la mort. Nous aussi, nous aimons la paix. Yasser Arafat peut bien condamner les récents attentats dont tous portent la signature des brigades Al-Aqsa. Ici à Naplouse, le Fatah tient un autre discours. Nous sommes fiers de nos martyrs, des actes, de tous ceux qui se battent pour la Palestine et répondent ainsi au meurtre et à la terreur des Israéliens. Et lorsqu'Arafat qualifie ces actes de terrorisme, Arafat a ses propres conceptions de la question, nous avons les nôtres, répond l'homme du Fatah. Ni la petite fille de Tel Aviv, ni le jeune kamikaze de Balata ne pèsent aujourd'hui sur la conscience des vivants. Chaque mort oblige les deux camps à une tragique vendetta et jamais la haine et l'incompréhension n'ont été si profondes. Le marché chinois, Eldorado pour les entreprises françaises, même dans le secteur des télécoms particulièrement sinistré. Alcatel vient de mettre la main sur le numéro 2 chinois des équipements au moment où les Chinois se ruent sur les téléphones portables. Reportage à Shanghai, Jean-Paul Chapelle, Jean-Paul Chausset. Shanghai, 16 millions d'habitants. Ici, une personne sur 3 possède un portable et même les policiers sont accros. Un appareil qui coûte en moyenne 1000 yuan, l'équivalent de 1000 francs, et que l'on renouvelle de plus en plus souvent. C'est déjà mon 6e portable. À chaque fois, il est de meilleure qualité, avec un écran plus grand et une meilleure batterie. J'ai mon portable depuis un an, mais je veux en acheter un plus moderne, plus élégant. En Chine, 10% de la population atteint le niveau de vie européen. Avec 130 millions d'abonnés, China Mobile est déjà le premier opérateur mondial. Ici, la minute est facturée moins de 50 centimes de francs. C'est très peu cher, à tel point que beaucoup optent pour la téléphonie mobile et n'ont même pas de téléphone fixe chez eux. Pour avoir sa part du gâteau, Alcatel a investi 300 millions d'euros et pris le contrôle de Shanghai Bell, le numéro 2 chinois des équipements. La Chine, c'est en train de devenir le plus grand marché du monde devant l'Europe et les États-Unis à terme de quelques années. Donc c'est formidable ce qui se passe ici. En échange, le Français accepte de partager toute sa technologie, même la plus sophistiquée. Ici, la recherche a rattrapé le niveau occidental avec des ingénieurs payés 4 fois moins. Résultat, même dans ce secteur de pointe, la Chine commence à exporter.
Maintenant qu'elle est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, la Chine accepte d'ouvrir progressivement son marché à la concurrence. Mais elle le fait avec une certitude, elle a suffisamment d'atouts pour tirer profit de cette nouvelle compétition. La Grande-Bretagne, en fait, c'est à partir de demain que démarreront les festivités du jubilé de la reine. Des millions de personnes attendues dans les rues de Londres pour le cinquantenaire de l'accession au trône d'Élisabeth II. Dernier préparatif, Laurent Boussier. Dernière répétition avant le grand jour pour les élèves de cette école de Godspell. Mardi prochain, ils vont chanter devant la reine. Alors évidemment, la pression est énorme, la fierté aussi. Il faut dire que l'événement est d'importance. 50 ans de règne pour Élisabeth II, ça se fête. Alors, depuis plusieurs jours à Londres, on repeint les bus de couleur jubilé. On s'entraîne comme ces cavaliers de la garde qui essaient de ne rien laisser au hasard et d'éviter ce genre de choses. On construit des estrades, on répète comme ces musiciennes qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, vont jouer dans les jardins de Buckingham. Ce qui est spectaculaire, c'est le lieu, les jardins de Buckingham Palace. C'est ce qui rend l'événement exceptionnel. Des centaines d'animations et de réceptions soigneusement choisies pour placer la monarchie au cœur de la nation auront lieu dans tout le pays. Tout le monde s'y est mis, même les industriels, puisqu'un groupe de sociétés britanniques a offert à la reine cette magnifique limousine qu'elle étraînera mardi prochain. Mais quelle que soit la qualité des préparatifs et l'importance de ces cérémonies, ce jubilé doit faire face à la terrible concurrence du football. Plus de la moitié des Britanniques ont déclaré qu'ils préféraient regarder la Coupe du Monde à la télévision plutôt que le jubilé de la reine. Une proportion qui, chez les hommes et chez les jeunes, passe nettement au-dessus de la barre des 70%. Le tennis, c'est sur France Télévisions. Les internationaux de Roland-Garros, compte rendu de la journée avec la qualification de Venus Williams et de Gustavo Kuerten pour les huitièmes de finale. La Française Nathalie Dechy a été éliminée. Nathanaël Doringsa. Il n'a fallu que quelques minutes pour évacuer le court numéro 1. La faute à ce colis suspect. En plein tournoi, les démineurs n'ont pas perdu de temps. Sur le court d'à côté, Gustavo Kuerten s'est lui aussi montré très efficace. Le triple vainqueur de Roland-Garros s'est imposé devant le Chilien González. Cet après-midi, dans les tribunes, les supporters brésiliens avaient le sourire. Nathalie Dechy, elle, n'a pas passé une très bonne journée. Face à l'Argentine Suarez, la Française était donnée favorite. Elle s'est bien battue, elle a même réussi un des plus beaux points du tournoi, mais elle s'est inclinée en 3-7. Je me sentais bien, quoi, et je savais que ça passerait à un moment ou à un autre, quoi. Donc c'est pour ça que même sur la balle de match, j'y crois pas que c'est la fin, quoi. C'est aussi la fin du tournoi pour Kim Clijsters. Finaliste l'an passé, la Belge a été sévèrement battue par l'Argentine Fernandez, 6-4, 6-0. Kim Clijsters se consolera sûrement dans les bras de son fiancé, Lleyton Hewitt. Le numéro 1 mondial poursuit sa route à Roland-Garros. Aujourd'hui, il a éliminé le néerlandais Schalken en 4-7. Musique avec le talent reconnu de Greg Armstrong, arrangeur et compositeur de nombreux succès. L'artiste écossais vient de sortir son deuxième album où se mélangent subtilement le classique et l'électronique. Olivier Lenuza, Yann Moine. Il vit à Glasgow, mais c'est peut-être à quelques kilomètres de là, dans les Highlands, que sa musique puise son goût des grands espaces. Craig Armstrong, diplômé de l'Académie royale de musique de Londres, aime s'isoler dans son studio entre ciel et terre. Là, il dessine des mélodies comme celles que vous entendez, que tout le monde connaît sans jamais savoir qu'il a ciselées. Je peux entendre une musique quelque part et je ne réalise même pas que c'est la mienne, que ce soit dans un café ou ailleurs. Car une fois écrite, ma musique me semble déjà bien. Moulin Rouge, une musique de film inventée ici, par lui. Il y eut Moulin Rouge, Roméo et Juliette, Mission Impossible, Batman Forever, et puis toutes les collaborations avec Massive Attack, Texas, Madonna, U2, Björk. C'est ici que je compose tous les arrangements électroniques,
Et puis après, quand je fais les cordes, je dois trouver un lieu plus vaste. La musique du deuxième album de Craig Armstrong se promène dans les rues de New York, offre un voyage dans différents univers. Armstrong laisse une empreinte, une douce mélancolie, une beauté triste. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, Nestor Burma avec Guy Marchand. 0h35, le dernier journal présenté par Ève Mété. Demain à 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit la comédienne Caroline Siol. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.